Un convoi fantôme traverse le Sahel en silence, certain que personne ne le voit, puis s'arrête net, comme happé par une force invisible. Dans l'obscurité, des blindés occidentaux, sûrs de leur impunité, se retrouvent encerclés par une unité née de la colère et de la patience stratégique. Cette nuit-là, Ibrahim Traoré transforme ce qui devait rester une manœuvre clandestine en démonstration publique de souveraineté, faisant vaciller des certitudes ancrées depuis des décennies. Et si ce piège, sans un seul tir, annonçait le moment où l'Afrique cesse enfin de subir et commence à dicter le scénario? L'épisode de cette nuit n'est pas seulement spectaculaire, il sert de porte d'entrée vers un enjeu beaucoup plus vaste qui redéfinit la relation entre puissance locale et influence extérieure. Au cœur de cette histoire se trouve un bénéfice essentiel. Comprendre comment un acte isolé peut renverser des équilibres régionaux. En observant la réaction en chaîne déclenchée par l'encerclement du convoi, on saisit à quel point chaque mouvement militaire dans le Sahel transporte une charge politique disproportionnée. Les rues qui s'enflamment à l'aube, les diplomaties qui s'affolent et les alliances qui s'ajustent montrent que ce n'est pas un simple incident technique, mais un test grandeur nature de souveraineté. La question n'est plus de savoir qui a surpris qui, mais quel récit s'impose désormais dans une région longtemps dominée par des interprétations extérieures. Et alors que les plateformes sociales amplifient chaque image du convoi immobilisé, un autre suspense s'installe. Jusqu'où cette dynamique peut-elle aller si elle rencontre un public prêt à s'affirmer ? Deux éléments, d'abord tenus secrets, puis révélés dans les heures qui ont suivi, ont bouleversé la lecture de cette opération. La présence d'un convoi blindé occidental circulant hors des routes déclarées et la détection préalable par les unités burkinabè d'irrégularités radio durant plusieurs jours avant l'encerclement. Ces deux points, mis bout à bout, ont suffi à inverser la logique d'interprétation habituelle dans le Sahel, car ce que beaucoup imaginaient n'être qu'une interception improvisée se révèle être, en réalité, la phase visible d'une veille discrète menée en profondeur. Ibrahim Traoré n'a pas commenté ces données immédiatement, mais leur existence a suffi à réorienter l'attention internationale vers les méthodes opératoires du Burkina Faso. La mise au jour de ce suivi technique éclaire le contexte sous un autre angle. Durant des années, les mouvements étrangers dans la région ont bénéficié d'une zone d'ombre stratégique. Passages nocturnes, itinéraires isolés, justifications administratives floues. Cette fois, ce voile s'est déchiré. Les échanges radio inhabituels, les schémas thermiques captés puis analysés, les trajectoires silencieuses répertoriées dans les heures précédant l'action, tout indique que la réponse burkinabé n'a rien d'un réflexe impulsif. Elle s'inscrit dans une logique où chaque indicateur compte, où l'apparente inertie d'un petit État masque une capacité d'observation bien plus avancée que prévu. Au lever du jour, cette dimension jusque-là invisible devient essentielle pour comprendre la tension soudaine qui envahit les chancelleries. La question n'est plus de savoir s'il y a eu une anomalie, mais comment cette anomalie a pu être identifiée, suivie, puis neutralisée sans confrontation ouverte. Pour une population longtemps habituée à voir son territoire traversé sans explication, cette bascule crée un choc profond. Le Burkina Faso ne réagit plus, il anticipe. Et dans cette anticipation, beaucoup lisent les premiers signes d'un repositionnement qui dépasse largement l'épisode du convoi immobilisé. Lorsque les premières images du convoi immobilisé ont circulé, les habitants de Ouagadougou ont immédiatement reconnu les silhouettes des unités qui avaient longtemps opéré loin des caméras. Leur rôle dans l'événement ne repose pas sur un récit héroïque, mais sur une posture méthodique façonnée par des années d'observation des mouvements étrangers dans la région. Cette fois, la compétence technique n'est plus un détail secondaire, elle devient le fil conducteur permettant de comprendre comment un groupe restreint a pu figer une colonne blindée sans tirer un seul coup de feu. Un premier témoignage venu de la périphérie de la capitale illustre ce changement. Un commerçant, réveillé par les sirènes discrètes de patrouilles nocturnes, raconte avoir vu des véhicules locaux se déplacer en silence,
comme s'ils suivaient une carte invisible dessinée à l'avance. Aucune explication officielle n'avait alors filtré, mais la précision de ces manœuvres a marqué ceux qui en ont été les témoins indirects. Un second cas provient d'un technicien ayant inspecté les images matinales montrant les blindés alignés au soleil. Pour lui, le choc n'est pas la capture en elle-même, mais la propreté de l'opération. Chenilles intactes, position figée, absence de traces de lutte. Selon ses mots, cela ne ressemble pas à une réaction, mais à une action montée patiemment pour dévoiler une vérité que beaucoup soupçonnaient déjà. Ces deux perspectives, bien que modestes, éclairent les premières retombées. Une population qui ne se contente plus d'observer et une région où chaque mouvement étranger risque désormais d'être scruté. Le déclencheur survient discrètement lorsque des irrégularités radio, d'abord isolées puis répétitives, attirent l'attention de certaines unités burkinabées. Les signaux n'ont rien d'exceptionnel en apparence, mais leur persistance intrigue les opérateurs chargés de surveiller les échanges transfrontaliers. Pendant plusieurs jours, des schémas thermiques inhabituels apparaissent aussi dans des zones peu fréquentées, comme si un déplacement d'ampleur s'efforçait de rester en marge des routes habituelles. Ces données s'ajoutent les unes aux autres jusqu'à former un motif clair. Un mouvement étranger non identifié tente de traverser la région en profitant des zones d'ombre du Sahel. Ibrahim Traoré, informé de ces signaux convergents, demande à ce que la situation soit analysée sans précipitation, laissant les unités techniques affiner leurs observations avant toute action visible. Le sommet de l'événement se produit au moment où le convoi ghosté, composé de blindés occidentaux, s'approche silencieusement de la frontière. À ce stade, la progression du groupe ne laisse plus beaucoup de place au doute. L'itinéraire évite les villages, contourne les postes de contrôle et emprunte des couloirs rarement utilisés pour le trafic officiel. Les unités burkinabées, déjà en position après avoir suivi les variations radio, resserrent progressivement leur cercle. Aucune sirène, aucun tir, aucune confrontation directe. Lorsque les blindés s'arrêtent au net figés au milieu du terrain, le contraste est saisissant. Un dispositif techniquement supérieur, mais surpris par une manœuvre locale d'une précision inattendue. Les analystes qui observeront plus tard les images noteront l'absence totale de chaos. Les véhicules semblent simplement immobilisés, comme si une main invisible avait stoppé leur avancée. Le choc de cette scène ne vient pas seulement de la capture, mais du renversement symbolique qu'elle incarne. Ce n'est pas la puissance de feu qui a dicté l'issue, mais l'anticipation patiente et le contrôle minutieux du terrain. La rémanence commence à l'aube lorsque les images se propagent dès que les réactions locales deviennent impossibles à contenir. Les rues de Ouagadougou s'animent brusquement, non pas sous l'effet de la peur, mais d'une énergie électrisante. Pour beaucoup, cette immobilisation silencieuse représente un tournant psychologique, un moment où les frontières cessent d'être des lignes abstraites pour redevenir des espaces défendus par ceux qui y vivent. Dans les heures qui suivent, les diplomaties occidentales tentent de produire des explications évoquant des erreurs de coordination ou des transports mal assignés. Ces justifications peinent pourtant à s'imposer dans une région où les interventions étrangères ont longtemps été source de tensions. La décision de placer les blindés capturés en exposition publique amplifie encore plus l'impact de la nuit précédente. Le geste, simple en apparence, agit comme un révélateur. Il transforme une opération discrète en événement politique majeur. Dans cette séquence, chaque étape renforce la précédente. Le déclencheur dévoile une faille, le sommet montre la maîtrise tactique et la rémanence expose la transformation de la perception populaire. L'ensemble dessine un continuum où l'incident n'est plus un fait isolé, mais l'expression d'un repositionnement assumé. La baseline de la séquence repose sur un fait simple. Pendant plusieurs jours, des opérateurs burkinabés ont relevé des irrégularités radio persistantes, là où les jours précédents ne présentaient aucune anomalie notable. Cet intervalle prolongé indique une activité continue et discrète. Cette durée joue ici comme un premier indicateur, car suivre un signal sur plusieurs jours suppose une méthode structurée. Ce laps de temps montre aussi que les unités n'ont pas réagi dans la précipitation. Le delta apparaît ensuite dans l'instant de bascule. En une nuit, le convoi étranger, jusque-là intangible et silencieux, se retrouve immobilisé sans résistance. Cette nuit unique marque un contraste saisissant avec les jours d'observation préalables. Le changement d'échelle temporelle souligne la précision de l'action. Une seule nuit suffit pour transformer
transformer une progression clandestine en événement public. La technicité de l'opération se lit donc dans cette compression temporelle. Le troisième point, chiffré, est l'absence totale de tir, soit 0 tir lors de l'encerclement. Ce 0, loin d'être anodin, fonctionne comme une mesure de maîtrise opérationnelle. Une opération sans tir implique un contrôle clair de l'espace et du rythme d'intervention. Cette absence de feu suggère aussi un niveau d'anticipation élevé. Elle indique également que la stratégie reposait sur l'immobilisation, non sur l'affrontement. À partir de ces 3 repères, plusieurs jours, une nuit, 0 tir, la compréhension de l'épisode s'éclaircit. On distingue une gradation nette entre veille, action et exposition publique. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette gradation, non en figure spectaculaire, mais comme pivot politique d'une opération construite en amont. Sa présence silencieuse au matin, aux côtés des blindés capturés, renvoie directement à cette logique où la parole vient après les faits. La cohérence entre ces mesures temporelles et les réactions qui suivent est frappante. Les jours d'observation créent la base analytique. La nuit d'intervention fixe le moment symbolique. L'absence de tir devient l'argument central dans les débats régionaux sur la souveraineté. Ce triptyque de données permet de replacer l'événement dans une continuité. Il n'est ni improvisé ni accidentel, mais calibré selon un rythme précis. L'effet produit sur les diplomaties étrangères s'explique en grande partie par cette structure. Plusieurs jours de signaux ignorés, une nuit qui renverse les positions, 0 tir qui élimine les interprétations belliqueuses. Les paramètres s'imbriquent et forcent une relecture. Pour les populations locales, ces mêmes chiffres racontent une autre histoire, celle d'un territoire où la passivité n'est plus la norme. Le contraste entre la lente infiltration et la réponse rapide crée un récit clair, facilement compréhensible et immédiatement viral sur les réseaux. Les analystes qui se sont penchés sur les images thermiques et les échanges radio reconnaissent d'ailleurs que la séquence suit un schéma rarement observé dans la région. La combinaison d'un suivi prolongé, d'une intervention brève et d'un résultat propre sans confrontation transforme la scène en cas d'école. Dans ce cadre, les actions d'Ibrahim Traoré ne sont pas isolées. Elles deviennent un élément d'un dispositif plus large où chaque détail compte. L'ensemble de ces mesures, bien que limitées, suffit à construire une grille de lecture solide. Elles permettent de comprendre pourquoi la perception internationale s'est modifiée si rapidement. Le premier argument avancé par certains observateurs consiste à présenter l'incident comme un simple malentendu logistique. Selon cette lecture, le convoi étranger aurait été constitué de matériel mal acheminé, déplacé sans intention hostile et surpris par hasard sur un axe secondaire. Dans cette version, aucune stratégie coordonnée n'est envisagée. Le mouvement serait le résultat d'une mauvaise communication interne entre partenaires occidentaux et l'immobilisation ne serait qu'une coïncidence malheureuse. Les tenants de cette thèse soulignent que les zones frontalières du Sahel ont souvent servi de couloir technique pour divers transports, parfois mal déclarés mais sans visée politique. Le second argument, opposé au premier, affirme au contraire que le convoi représentait une tentative d'infiltration lente, structurée et volontaire. Les éléments mis en avant sont les mêmes que dans la version précédente, mais interprétés différemment. Les trajectoires nocturnes, l'évitement systématique des villages, la progression silencieuse et les schémas thermiques irréguliers laissent penser qu'il s'agissait d'un déplacement conçu pour passer inaperçu. Les commandes radio relevées dans des langues inhabituelles appuient cette hypothèse. Dans ce cadre, l'incident n'est pas une erreur technique, mais une manœuvre discrète qui a échoué. Pour répondre à ces deux lectures, il faut revenir strictement aux données disponibles. Les unités burkinabées ont observé des irrégularités radio pendant plusieurs jours, ce qui contredit l'idée d'un incident ponctuel ou improvisé. De plus, la progression du convoi a évité les axes de circulation habituels, un comportement peu compatible avec un simple mauvais aiguillage. L'immobilisation sans tir renforce encore davantage la cohérence de la réponse locale, suggérant un suivi préalable et non un contact fortuit. Enfin, les réactions diplomatiques précipitées des pays concernés montrent que l'événement a été perçu comme sérieux, ce qui affaiblit la thèse d'une confusion administrative. Ainsi, sans attribuer d'intention non prouvée, les données disponibles soutiennent plus solidement l'idée d'un mouvement structuré, suivi puis neutralisé méthodiquement plutôt qu'un accident de coordination. Au moment où les blindés immobilisés sont exposés au soleil du matin, un déplacement s'opère dans la perception collective.
L'événement cesse d'être une opération technique pour devenir un signal adressé à l'ensemble du Sahel. La décision de sortir les véhicules capturés de l'ombre, de les aligner publiquement sans un mot, fonctionne comme un révélateur de proportions inattendues. Les habitants de Ouagadougou ne voient plus seulement un convoi stoppé, mais la preuve tangible qu'une intrusion supposée indétectable a été repérée puis neutralisée méthodiquement. Cette mise en scène minimaliste, combinée au silence maîtrisé d'Ibrahim Traoré, modifie l'équilibre psychologique entre population locale et acteurs extérieurs. La retenue du dirigeant, loin d'affaiblir le message, en amplifie la portée. Elle transforme un fait nocturne en affirmation diurne de souveraineté. Dans cette étape intermédiaire, tout change. La rue s'enflamme, les diplomaties se crispent et les narratifs concurrents tentent soudain de rattraper un terrain déjà perdu. L'effet du midpoint n'est pas seulement politique, il redéfinit la dynamique des réactions à venir. Les répercussions de la nuit où le convoi étranger a été immobilisé se manifestent d'abord à l'intérieur du pays. Pour la population burkinabé, l'effet immédiat est un regain de confiance collective rarement observé depuis des années. L'exposition publique des blindés capturés agit comme un symbole puissant. Elle transforme une inquiétude diffuse en affirmation visible de souveraineté. Les habitants de Ouagadougou, galvanisés par cette démonstration, expriment un sentiment nouveau de sécurité, non pas parce que la menace s'éloigne, mais parce que la capacité locale à la contenir devient tangible. Dans les jours suivants, les conversations tournent autour d'un même constat. Le pays n'est plus spectateur de ses frontières. En filigrane, la présence silencieuse d'Ibrahim Traoré renforce cette impression de stabilité. Du côté des dynamiques économiques, les entreprises locales observent un changement moins spectaculaire mais tout aussi significatif. Les échanges commerciaux, souvent influencés par la perception extérieure de la stabilité du pays, bénéficient d'un léger redressement symbolique. L'incident montre que les voies logistiques essentielles restent protégées, ce qui apaise indirectement certains acteurs du marché intérieur. Les commerçants, notamment ceux situés près des grands axes, constatent un afflux inhabituel de clients cherchant à comprendre les détails de l'opération ou à voir les blindés capturés. Cette curiosité génère une activité nouvelle, temporaire mais réelle. Elle rappelle que les gestes politiques peuvent produire des effets immédiats dans les circuits de proximité. Sur le plan institutionnel et diplomatique, l'épisode provoque un remous notable. Les demandes urgentes de clarification émanant de capitales occidentales montrent que l'incident a été perçu comme un précédent dangereux. Les gouvernements concernés tentent de réorienter le récit, évoquant des erreurs de logistique, mais ces explications trouvent peu d'écho au Burkina Faso. La phrase prononcée plus tard par Ibrahim Traoré « Personne ne décidera notre avenir à notre place » devient un point d'ancrage dans les discussions, non pas comme une provocation, mais comme un rappel de la position du pays. Pour l'administration burkinabé, cet événement renforce la légitimité d'un discours plus ferme dans les interactions internationales. Enfin, à l'échelle régionale, les conséquences sont particulièrement profondes. La réaction de pays voisins comme le Mali et le Niger, saluant l'opération ou la jugeant nécessaire, confère à la séquence une portée collective. Dans une région longtemps traversée par des rivalités d'influence, cette solidarité renforce la légitimité de l'Alliance du Sahel. Ce n'est pas seulement un soutien diplomatique, c'est l'esquisse d'un bloc sécuritaire qui commence à exister par ses actions. Les analystes occidentaux, souvent habitués à percevoir la région comme fragmentée, doivent désormais intégrer cette coopération naissante dans leurs évaluations. Ainsi, la capture silencieuse d'un convoi étranger, loin d'être un incident isolé, agit comme catalyseur d'un repositionnement régional. Dans un scénario de base, les tensions nées de l'immobilisation du convoi étranger se stabilisent sans disparaître. Les capitales occidentales maintiennent des demandes de clarification tout en évitant l'escalade, tandis que la communication officielle se concentre sur le caractère accidentel du déplacement. Sur le terrain, les autorités burkinabées renforcent leur capacité de surveillance radio, cherchant à prévenir tout mouvement similaire. Les relations diplomatiques restent prudentes, rythmées par des échanges mesurés.
Pour la population, l'épisode demeure un point de référence, mais la vie quotidienne reprend une cadence normale. Dans un scénario optimiste, l'incident sert de catalyseur à un regain de coopération régionale au sein de l'Alliance du Sahel. Les réactions positives du Mali et du Niger se transforment en projets concrets, tels que la coordination systématique des surveillances transfrontalières ou le partage d'outils d'analyse technique. Les rues de Ouagadougou conservent une dynamique de mobilisation citoyenne, mais celle-ci s'oriente vers la valorisation d'une souveraineté collective plutôt que vers des manifestations sporadiques. À l'international, les partenaires extérieurs revoient leur mode d'intervention, s'éloignant de certains couloirs opaques pour privilégier des cadres plus transparents. Cette évolution crée un environnement moins tendu sans effacer pour autant les rivalités structurelles. Dans un scénario défavorable, les tentatives d'ajustement diplomatico-militaire échouent et les interprétations contradictoires de l'incident s'accentuent. Certaines puissances extérieures durcissent leur ton, publiant des accusations voilées ou réajustant leurs dispositifs dans la région. Les réseaux sociaux amplifient alors ces divergences, alimentant un climat de suspicion durable. Sur le plan interne, la pression sur les institutions sécuritaires augmente, car chaque mouvement étranger est désormais attendu comme une potentielle intrusion. Dans ce contexte, la moindre irrégularité peut déclencher une montée rapide des tensions régionales, rendant le Sahel plus instable. Quel que soit le scénario, une précaution analytique s'impose. Les événements des derniers jours montrent que le rythme de transformation du Sahel ne dépend plus uniquement des acteurs extérieurs, mais aussi de la manière dont les États locaux structurent leurs réponses. Pour une partie du public burkinabé, l'immobilisation silencieuse du convoi étranger agit comme un point de rupture émotionnelle. Les images des blindés alignés au lever du jour n'ont pas seulement capté l'attention, elles ont déclenché un sentiment de dignité retrouvée attendu depuis longtemps dans une région souvent décrite comme vulnérable aux influences extérieures. Ce groupe, composé en grande partie de jeunes urbains, voit dans cet épisode une validation de sa volonté de reprendre la maîtrise du récit national. Du côté des acteurs économiques, la résonance est plus mesurée mais néanmoins palpable. Les entreprises locales, déjà sensibles à la perception internationale de la stabilité nationale, interprètent l'épisode comme la démonstration que les corridors essentiels du pays peuvent être défendus sans confrontation. Cette lecture crée un espace de confiance limité mais réel, notamment pour les commerçants dépendant de l'activité quotidienne autour des axes routiers. L'incident agit alors comme une parenthèse où l'ordre semble momentanément réaffirmé. Pour les observateurs régionaux et les amateurs de géopolitique, l'impact est différent. Ce public, habitué à suivre les rapports de force au Sahel, perçoit dans l'opération une recomposition des équilibres. Le soutien public du Mali et du Niger montre que l'Alliance du Sahel peut produire des effets visibles sans annoncer ses intentions. Cette dimension intrigue et attire un lectorat plus large, souvent sceptique face aux analyses occidentales qui tentent d'atténuer la portée politique de l'événement. À travers ces trois angles, une même impression s'impose. Quelque chose dans la relation entre perception et pouvoir vient de se déplacer. Et ce déplacement oblige chacun à repenser sa propre place dans la transformation en cours. La première étape consiste à structurer une veille radio et thermique continue autour des zones où les irrégularités sont apparues. Les unités techniques, déjà impliquées dans les observations préalables, peuvent étendre leur champ de surveillance sur une base hebdomadaire. L'objectif est simple, détecter toute répétition de schémas semblables avant qu'ils ne convergent vers un mouvement étranger. La mesure de réussite repose sur la régularité des rapports et la précision des alertes. La deuxième étape repose sur la formalisation d'un protocole régional entre les membres de l'Alliance du Sahel. Ce protocole, inspiré du soutien public du Mali et du Niger, permettrait de partager des indices faibles, irrégularités radio, trajectoire nocturne, activité thermique suspecte, dans un délai de 24 heures. La performance de cette coordination se juge sur la rapidité de transmission et sur la cohérence des analyses croisées. Dans ce cadre, la présence d'Ibrahim Traoré comme figure de référence stabilise la dynamique politique. La troisième étape vise à renforcer l'exposition publique des incidents sensibles afin de contrer les narratives extérieures. Les blindés immobilisés montrés au lever du jour ont démontré l'impact de la transparence tactique.
Répétez cette méthode dans les 6 prochains mois, uniquement lorsque des preuves claires existent. Créez un environnement où l'opinion locale comprend mieux les enjeux. L'efficacité se mesure à la clarté de la communication et à la réduction des interprétations contradictoires. Enfin, une quatrième étape consiste à instaurer un cycle d'évaluation trimestriel sur les effets de ces actions. Les institutions burkinabées peuvent mesurer l'évolution des perceptions internes, la cohérence diplomatique et la stabilité des corridors économiques. Cette analyse périodique offre une base solide pour ajuster les stratégies de manière progressive sans surchauffer les tensions régionales. Lorsqu'on revient à l'image fondatrice évoquée plus tôt, celle des silhouettes silencieuses observées dans la nuit avant l'encerclement, on comprend mieux pourquoi l'épisode des blindés alignés au soleil a eu un tel effet sur la perception collective. Ce contraste entre l'ombre et la lumière, entre la circulation clandestine et l'exposition publique, forme désormais un motif central dans la manière dont le Burkina Faso relie son propre récit. Ibrahim Traoré, en choisissant de ne pas dramatiser l'événement, a laissé ce motif parler de lui-même. La retenue devient alors un geste politique. Pour une génération habituée aux récits imposés par d'autres, cette transition visuelle agit comme un rappel. Les preuves les plus fortes ne sont pas toujours verbales. Elles émergent parfois des contrastes les plus simples lorsque la nuit laisse place à un matin qui révèle tout. Et dans ce passage, nombre de Burkinabés trouvent une forme de fierté calme, plus durable que les slogans ou les réactions impulsives. Dans les jours qui ont suivi l'exposition des blindés capturés, un sentiment plus discret mais durable s'est installé dans les conversations quotidiennes. Beaucoup ont perçu dans cette scène un appel à réfléchir collectivement à ce que signifie défendre un territoire, non pas seulement par la force, mais par l'affirmation calme d'une identité politique. Cette réflexion traverse aussi bien les rues animées de Ouagadougou que les discussions plus sobres tenues dans les cafés ou sur les plateformes en ligne. Elle invite chacun à considérer la possibilité qu'un pays, même placé au cœur des tensions régionales, puisse redéfinir lui-même les conditions de son rapport au monde. Ce moment, au-delà de l'incident, agit comme un miroir dans lequel chaque citoyen peut interroger sa place, ses attentes et son rôle. La question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, mais ce que chacun souhaite voir émerger à partir de cette redéfinition. Et vous, quelle lecture faites-vous de cette transition silencieuse qui commence à remodeler le Sahel ?